dont les partisans de Ali qui vont devenir les chiites. Autrement dit, l'Afrique du Nord a accueilli tout ce que la tradition musulmane par la suite va appeler des sectes, c'est-à-dire des kharijites. Vous savez, les kharijites, c'est, comment dire, on les appelle bien évidemment les démocrates de l'islam, mais les égalitaristes de l'islam. Et vous allez avoir les chiites, mais les plus extrémistes. Et d'ailleurs, le premier califat chiite a été créé en Afrique du Nord. Et donc, c'est à partir du moment... Et d'ailleurs, cet État, il est allé, il a voulu conquérir le califat. Et il s'est installé en Égypte. Et donc, c'est à partir du moment où les Omeyyades ont vu le danger que ils ont construit Kairouan. C'est une base pour la conquête. Et cette base-là, elle a mis 30 ans pour se solidifier. Et donc, au départ, ça, il faut absolument le savoir, l'Afrique du Nord n'intéressait le califat que pour, comment dire, pour la rapine. C'est-à-dire pour avoir des ressources et aussi, particulièrement, les Omeyyades aimaient bien les femmes berbères. Et on faisait des prisonnières et des esclaves pour les renvoyer en Orient. Ce n'est qu'après que le califat a décidé de conquérir l'Afrique du Nord. Ça a eu deux conséquences fondamentales. La première, c'est que la conquête, vous savez qu'il y a dans le droit musulman, il y a deux statuts pour la guerre et pour la conquête. Si vous combattez, vous résistez, eh bien, si vous perdez aussi votre terre. Et vous perdez votre statut. Et vous payez un impôt. Mais si vous acceptez de devenir musulman, et à ce moment-là, vous gardez la propriété de votre terre et vous gardez votre statut de croyant libre. Or, les Omeyyades ont considéré que l'ensemble de la population de l'Afrique du Nord a été conquise par la force et que par conséquent, elle n'avait pas droit à sa terre. C'est absolument fondamental, ça. Vous le retrouverez à travers toutes les dynasties qui vont se succéder en Afrique du Nord. Et le gros problème, c'était celui-là. C'était absolument celui-là. Et il y a un certain nombre de termes qui sont un lexique, politique, juridique, qui le montrent très bien. C'est cet aspect-là qui va caractériser l'histoire de l'Afrique du Nord par la suite. Alors, le Moyen-Âge, maintenant, je voudrais vous dire juste trois petites choses sur ce Moyen-Âge berbère. C'est, j'allais dire, tous les historiens le savent maintenant, c'est l'âge de l'hégémonie berbère au niveau politique et au niveau géopolitique de la Méditerranée occidentale. C'est entre l'an 1000 et l'an, disons, 1250. Voilà. Disons, 2 siècles et demi. 2 siècles et demi, c'est la première fois que ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident musulman, à savoir ce que nous appelons l'actuel Maghreb, l'Algérie, Tunisie, Maroc, etc., Mauritanie, et l'Andalousie, étaient réunifiés en un seul État. C'est la première et dernière fois que cela s'est fait. La deuxième chose, c'est que pour que
ce système soit qualifié de berbère, il faudrait qu'on se dise qu'est-ce qu'il a comme éléments qui le définissent comme berbère. Je pense, pour résumer rapidement les choses, je dirais simplement que dans le cas almohade, par exemple, la langue berbère avait le statut, entre guillemets, d'officiel, avec l'arabe. Officiel, entre guillemets, parce que c'est un anachronisme. Je vous donne un exemple qui le prouve. C'est que lorsque on veut nommer un imam, ce n'est pas les imams d'aujourd'hui. Un imam, c'est-à-dire, c'est la personne qui peut diriger la prière le vendredi dans un mosquée cathédrale. Et quelqu'un qui connaît la tradition et qui, eh bien, il est nécessaire qu'il connaisse les deux langues, l'arabe classique et le berbère. Je vous signale que le fondateur des Almohades a écrit beaucoup d'ouvrages en berbère et en arabe. Nous avons quelques ouvrages en arabe, mais aucun écrit berbère n'a survécu. Aucun. Le deuxième élément, justement, c'est que les Almohades ont renvoyé de manière inversée, si je puis dire, ce que les Omeyyades avaient fait. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont conquérir une tribu arabe, eh bien la tribu arabe, si elle combat, elle perd la propriété de sa terre. Et bien évidemment, on peut faire des esclaves à partir de là. Donc il y a manifestement là une structure que j'allais dire politique, géopolitique, qui a une inspiration berbère. C'est évident. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait que cette hégémonie a disparu? Eh bien, il y a énormément de causes. Hein. Je crois que une des plus importantes, c'est bien évidemment la pression européenne. La bataille de 1212, c'est la bataille de Las Navas de Tolosa, c'est la grande, comment dire, la flotte de guerre almohade, qui était l'une des plus importantes, a été détruite grâce à de nouvelles technologies, hein, comme toujours. Et à partir de ce moment-là, les Almohades ne se sont pas relevés. Il y a ça. Mais il y a aussi un aspect idéologique très important qui est interne à la société. C'est évidemment l'influence de plus en plus grandissante à partir du XIIIe siècle. Alors qu'en Italie, vous avez un début de Renaissance, dans l'Afrique du Nord, vous avez la naissance et le développement de ce que nous appelons le maraboutisme, le confrérisme, plus exactement, le confrérisme. C'est-à-dire un repli sur tout ce qu'il y a de conservateur non pas seulement dans la religion, mais dans les traditions, etc., et le rejet de tout ce que l'almohadisme a apporté à la société. Et que tout le pouvoir politique qui va venir par la suite, y compris jusqu'à aujourd'hui, va se fonder sur la structure confrérique. La monarchie marocaine, par exemple, hein, est construite sur ce modèle-là. Je sais qu'aujourd'hui, le régime algérien aussi essaye d'amadouer les confréries, il leur donne un peu d'argent aussi, les réveiller pour contrer l'islamisme radical, etc. Mais c'est quelque chose qui est dans la culture
profondément ancré dans la culture. Et n'oubliez pas que c'est le seul système qui existait à l'époque, le seul système d'enseignement et de formation. Dans les zaouïas, ce qu'on appelle les zaouïas, c'est-à-dire les espaces de ces confréries, c'est là qu'on formait la jeunesse. Et je dirais donc que à partir de ce moment-là, et à partir du moment où on a aussi excommunié l'idéologie almohade, on est revenu à ce qu'on appelle l'orthodoxie. L'orthodoxie, ça veut dire justement le confrérisme, mais aussi l'élément chérifien, je ne dis pas seulement arabe, chérifien, c'est-à-dire la descendance du prophète qui devait devenir le plus importante à partir du XVe siècle. À partir du XVe siècle, vous n'avez plus que des dynasties chérifiennes. Est-ce que je vais parler du devenir? J'ai le temps? Alors, ce sont des choses maintenant qui sont assez connues. Hein. Pour parler du devenir, je ne suis pas Madame Soleil d'abord, mais disons que on va partir d'un certain nombre de données que nous connaissons tous aujourd'hui. Je crois que la première, et on l'oublie souvent, la première donnée nouvelle aujourd'hui, disons depuis la création des États nationaux, c'est que les Berbères sont divisés par des frontières. Il n'y a plus cette circulation qui existait avant. L'État national, les États nationaux ont balkanisé la population berbère. On ne peut pas réfléchir sur le devenir si on n'a pas cet élément en tête. Alors, je passe sur les autres données à la fois idéologiques. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie pour comprendre que ces frontières et le nationalisme des uns et des autres sont un obstacle aujourd'hui pour parler, entre guillemets, du peuple berbère. Il n'est pas interdit d'y penser. Alors, deuxième chose sur les données culturelles et linguistiques. Je pense là aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments diviseurs. D'ailleurs, qui sont les conséquences des États-nations. Prenez la langue maintenant, regardez ce qui se passe dans deux pays qui reconnaissent malgré tout le berbère comme langue. Vous verrez que chacun a une politique différente de l'autre. La standardisation du berbère en Maroc est totalement différente de ce qui se passe en Algérie, et vice-versa. Ce qui veut dire, dans l'avenir immédiat, le berbère qu'on enseigne au Maroc ne sera pas celui qu'on enseigne en Algérie et vice-versa. Par conséquent, il n'y aura plus la langue berbère, il y aura des langues berbères. Si la chose continue, hein, si les États-nations ne changent pas de politique là-dessus. Hein. Alors, quant à l'avenir, moi je suis optimiste d'habitude, mais quand même, je pense qu'il faut une véritable... Je vous ai dit tout à l'heure que le berbère préhistorique et le berbère d'aujourd'hui ont presque la même barbe. Hein. Eh bien, pour changer cette situation,
il va falloir une véritable révolution culturelle. Alors, une révolution culturelle, ça signifie quoi? Ça signifie que, en tout cas, l'élite berbérophone se doit de retenir 3 éléments de l'histoire berbère. C'est-à-dire que cette population a une grande profondeur historique. Je viens d'esquisser rapidement quelques éléments. Or, cette profondeur historique, elle n'est pas diffusée dans la société. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, étant un admirateur du XVIIIe siècle européen, les sciences et les techniques n'ont pu être vraiment utilisées en Europe que parce qu'il y a eu la diffusion de ce savoir. Et le travail des encyclopédistes et de l'encyclopédie, c'était cela. C'est la diffusion dans la société. Quand une société s'approprie sa profondeur historique, elle ne peut pas tolérer qu'elle soit balkanisée. Eh bien, par conséquent, première chose, c'est le travail sur l'histoire. La deuxième chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que, au commencement, furent les Berbères. Ça veut dire, ce que j'appelle ici en conclusion, que ce territoire est ancestral. C'est l'ancestralité du territoire berbère. Et que par conséquent, là aussi, si nous diffusons cela, il est évident que j'allais dire, les frontières de l'État-nation d'aujourd'hui sont fragiles et que par conséquent, on peut imaginer de les traverser sans embûche. Le troisième élément, c'est que malgré cette profondeur, malgré cette ancestralité territoriale, la société berbère a toujours, à la fois apparaît comme étant d'une unité incroyable, mais en même temps d'une immense diversité. Et je pense que cela ne doit pas nous faire craindre quoi que ce soit, au contraire. C'est quelque chose qui me paraît être, au fondement même d'une société vivante. Imaginez une langue encore vivante comme le berbère, qui a quelques intermittences d'État, hein, alors que vous avez le latin qui n'est plus une langue vivante, le grec qui n'est plus une langue vivante, l'hébreu, etc., qui n'est plus une langue vivante, l'arabe qui n'a jamais été une langue vivante, je vous signale. J'appelle langue vivante celle qui est parlée quotidiennement, à n'importe quel moment. L'arabe classique est une langue liturgique, est une langue, universelle, d'accord, mais elle n'est pas une langue vivante au sens où nous l'entendons. Eh bien, cette unité, cette diversité socioculturelle me semble être quelque chose d'absolument fondamental et de vivant. Et alors, je terminerai en vous disant que je vois l'avenir à la fois dans une fidélité à ces 3 éléments fondamentaux, mais aussi à une rupture. Alors, la rupture, elle consiste en quoi? Non pas à jeter aux orties ces 3 éléments dont je viens de parler, mais au contraire, à les réactualiser. À les réactualiser au sens de la modernité qu'il faudrait définir. Elle n'est pas définie pour le monde berbère. C'est le rôle des élites berbères de réactualiser ces 3 éléments fondamentaux au nom de la modernité, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé particulièrement riche et
fourni, copieux. Bien écoutez, maintenant, je suppose que ça doit susciter des interrogations et sans doute des questions dans la salle. Donc, vous avez la parole, si vous souhaitez poser quelques questions. C'est le moment. Oui, bonsoir. Merci tout d'abord pour cet exposé riche, humoristique. Je voulais savoir, parmi ces élites berbères dont vous parlez, pensez-vous qu'elles appartiendront plutôt au monde religieux, écrivain, enseignant, politique? D'après vous, de quel milieu pourraient apparaître ces élites berbères afin de trouver cette codification de ces origines? Vous savez, la meilleure façon, me semble-t-il, de définir les choses, c'est de poser ce qu'on veut d'abord. Je viens de dire qu'il y a 3 éléments fondamentaux et qu'il faut réactualiser au nom de la modernité. Toute personne qui adhère à ça, elle est la bienvenue. Moi, je me demandais si le berbère, la langue, est encore enseignée. Pardon? Est-ce que c'est encore enseigné, la langue berbère? Alors, encore enseigné, le berbère n'a jamais été enseigné. J'exagère. Mais ce que nous savons, c'est que depuis très longtemps, il n'a pas été enseigné. Il y a quelques régions dans lesquelles cet enseignement existe, mais c'est pour permettre aux gens d'apprendre, d'avoir une culture religieuse et une pratique religieuse, et en même temps ils apprennent l'arabe pour aller directement dans les textes. Autrement dit, c'est une sorte de palier. Hein. Mais ça n'a jamais été enseigné, sauf du temps des Almohades, comme je disais tout à l'heure. Oui, est-ce que le berbère ne risque pas de disparaître du fait de la télévision, de la radio, et un peu comme nous, nos langues régionales en France, on disparaît, elles sont en train de disparaître socialement, parce que du fait de la culture dominante. Alors maintenant, cela dépend des États. Vous voyez, on est obligé de tenir compte de ça. Si je regarde en Tunisie, par exemple, c'est sûr que ça va disparaître. Il n'y a rien qui est fait pour le berbère en Tunisie, par exemple. En Libye, vous savez, c'est le chaos pour le moment. Une des communautés les plus organisées, c'est probablement les Berbères de Libye. Et qui, pour la première fois de leur histoire, sont en train d'enseigner le berbère aux enfants. En Algérie, il y a un enseignement. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a un enseignement, comme au Maroc d'ailleurs, il y a un enseignement, mais à mon avis, c'est un enseignement au rabais. En revanche, les mass médias ou tout ce qui est numérique aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expériences où on trouve des télévisions en berbère. Vous en avez une en France d'ailleurs. Et alors, le problème est le suivant, c'est que justement, que vous allez avoir non plus des dialectes berbères, mais vous allez avoir des langues berbères codifiées par les médias, par la loi, etc., et qui sont différentes les unes des autres. Ce qui fait que, à mon avis, par exemple, mes enfants ne comprendront plus la télévision kabyle, ou mes amis kabyles, leurs enfants ne comprendront plus la télévision, même berbère. Hein. Donc il y a ce problème-là. Il y a ce problème-là, et je pense que justement, si
le mouvement culturel berbère s'essouffle un peu, il a des éléments de revendication aujourd'hui de ce type. Je crois qu'un des obstacles pour développer le berbère, c'est le choix du caractère. Parce qu'il y a une grosse polémique là-dessus. Les uns préfèrent le caractère latin, d'autres le caractère arabe et d'autres le caractère tifina, c'est-à-dire le caractère, semble-t-il, d'origine berbère. Alors, que pensez-vous de ces trois éventualités? J'espérais échapper à cette question. Chaque fois on me pose la question, j'y réponds volontiers, d'autant plus j'ai répondu il y a longtemps. Je crois que c'était déjà en 1995. Et lorsque les Marocains ont voulu choisir le caractère latin, le caractère d'écriture, je leur ai dit la première fois, ne décidez pas par la loi sur ce sujet-là. Je suis devenu un libéral et je leur ai dit, laissez le marché faire. Eh bien, mais lorsqu'on dit véritablement qu'est-ce que vous proposez, j'ai dit, en tant que spécialiste, voici la hiérarchie de mon expertise. C'est que le caractère latin en premier, le caractère arabe en deuxième, et les pseudo-tifina en troisième. Je dis bien pseudo. Pour des raisons techniques. Le caractère, vous savez peut-être, nous avons à l'INALCO étudié les trois. Sur le plan, bien évidemment, morphologique, linguistique, etc., mais aussi leur usage dans la pédagogie, dans le numérique, et ainsi de suite. Et on découvre cette hiérarchie. Et que les tifinards, c'est véritablement un calvaire dans l'enseignement. C'est les enseignants qui le disent. C'est pas, on a fait un petit sondage et que... je vais vous dire pourquoi. C'est une écriture où chaque lettre est indépendante. Vous ne pouvez pas lier les lettres. Si, en français, quand vous écrivez le, vous avez le L qui est attaché à un E. En arabe, c'est pareil. Même s'il n'y a pas, même s'il y a problème de diacritique, c'est-à-dire de voyelles indépendants et qui sont sur une autre ligne. Mais là, vous ne savez pas où est la frontière du mot. Ça pose un problème. Quand on écrit à la main, c'est pas comme une machine. Quand on écrit à la main, vous avez automatiquement un brouillage des frontières de mots. Voilà. C'est pour des exemples, pour des raisons de ce type, que la hiérarchie a été établie. Donc, caractère latin, caractère arabe et pseudo-tifina. Est-ce que c'est pas... alors, je ne suis pas du tout spécialisée. Est-ce que la langue, enfin l'écriture, peut-être qu'il y a une langue qui est peut-être plus orale au départ que d'autres, que certaines d'autres aussi, que des langues qui sont plus parlées, qui sont plus transmises au niveau maternel, plus comptées, chantées. Au niveau transmission, enfin, je veux dire, voilà, est-ce que à certains moments, des écritures, je sais pas, je suis pas bien claire là, mais est-ce que les écritures en fait ont été difficiles à trouver? Je pense, par exemple, si on prend l'occitan, oui. Ici était au départ plus une langue parlée, orale. Vous êtes sûr?
me semble. Il me semble. Enfin, c'était plus des choses, voilà, il me semble. Alors moi, je ne suis pas non plus du tout spécialiste. Voilà. Après, je voulais parler, avant que Driss parle, sur l'intérêt de la transmission et des métissages de langues aussi, des rencontres, des voyages, des gens qui migrent, qui reviennent au pays, et donc forcément les langues elles bougent, c'est pour ça qu'elles sont vivantes aussi. Oui. Si j'ai bien compris, en fait, pour vous, il y aurait d'abord, c'est des langues orales d'abord, et que l'écrit est perturbé à cause de ce statut de l'oralité. Non? Non, c'est pas perturbé. Alors. Mais il y a plutôt une prédominance Orale. un enfant qui apprend voilà, sa langue, Oui. sa première langue, c'est par les berceuses au départ, c'est par la langue maternelle qui est autour de lui. Après, voilà, les choses se développent, il y a une plasticité, enfin, voilà, qui font que. Mais après, est-ce que ça n'a pas été à un moment donné plus utilisé comme une langue orale, physiquement orale, comme moyen de communication, plutôt que les écrits? Est-ce que c'est venu en même temps? Est-ce que. Voilà. Oui. Alors, pour. C'est compliqué. Non, votre question est très intéressante. Je vous dirais même que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que les linguistes définissent la langue maternelle d'une manière un peu approximative. On va vous dire que la langue maternelle, c'est la langue que la mère parle à l'enfant. À mon avis, c'est une définition. La vraie langue maternelle, en tout cas telle qu'elle est étudiée par les psychologues et les psycholinguistes, la vraie langue maternelle, c'est, j'allais dire, le gazouillis entre la maman et son nourrisson. Le reste, le reste, c'est aussi la langue du père et la langue de la société. Bon, donc, ce n'est pas le sujet. La langue, je ne connais pas de langue vivante qui ne soit pas orale, et qui ne soit pas langue de communication orale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est en ce qui concerne le berbère, il y a une tradition écrite. Et il y a une tradition écrite qui est très ancienne. Vous allez à la bibliothèque de Leiden aux Pays-Bas. Vous avez dans la bibliothèque universitaire 400 manuscrits berbères du 10e jusqu'au 19e siècle. Donc il y a. Et en Kabylie, on vient enfin de trouver aussi un certain nombre de manuscrits écrits en caractère arabe. Et pas du tout en tifina ou en quoi que ce soit, en caractère arabe. Et cette littérature, c'est à la fois de la littérature religieuse, etc., mais de la poésie, des contes, etc. Donc il y a une tradition scripturaire en berbère. Et le berbère n'est pas choral. Ma question est la suivante. Quelle est la population? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la proportion de la population berbère en Afrique du Nord, dont le Maghreb, qu'on nous appelait Maghreb arabe? Alors que je pense que oui, nous sommes d'accord. Oui, sur le plan international, ça s'appelle le Maghreb arabe. Nous sommes d'accord. Alors, c'est la deuxième question à laquelle je voulais échapper, mais elle est là. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de statistiques linguistiques dans ces pays. Le Maroc a introduit cette question dans l'avant-dernier recensement. Et officiellement, il y aurait moins de 30% de berbères au Maroc. Il suffit
nous avons nos techniques aussi. Hein, il y a les trucs officiels, mais comme nous savons que c'est une question éminemment politique, il est certain que ce pourcentage est en dessous de la réalité. En dessous de la réalité pour une raison. Alors, nous avons fait des recoupements. Nous avons fait des recoupements dans certaines régions. Par exemple, la région d'Agadir, la région du Moyen Atlas, et on découvre que le pourcentage d'arabophones est plus fort parfois que le pourcentage de berbérophones, ce qui est quand même un peu bizarre. Donc, si vous voulez, nos estimations sont les suivantes. Pour l'Algérie, c'est entre 25 et 30%. Pour le Maroc, c'est entre 45 et 55%. Si vous voulez les autres pays, pour la Tunisie, c'est 1%. Entre 1 et 10, ils disent. Mais maintenant, il commence à bouger en Tunisie. Après ce qui s'est passé, maintenant, il commence à y avoir des régions qui bougent en disant nous ne sommes plus arabes, nous sommes des berbères. Ça, c'est une autre affaire. Alors, en Libye, on n'a aucune statistique. Aucune. En Mauritanie, aucune. Voilà. Mais disons, les deux pays où il y a le plus de berbères, c'est l'Algérie et le Maroc, nos estimations sont à peu près celles-là. Mais ce sont des estimations. Et au niveau dans les tombes, est-ce qu'on a fait des recherches d'ADN? Parce qu'il y a dans le cimetière, il y a des chercheurs dans tous les pays qui s'intéressent pour retrouver la source des berbères. Écoutez, j'ai reçu un livre fait par des Espagnols sur ce sujet-là. Et ça rejoint votre question sur les origines et les résultats. Je n'ai pas encore lu entièrement, hein, mais les conclusions sont les suivantes. C'est que la population d'Afrique du Nord serait plus, son ADN irait plus vers, comment dire, le nord de la Méditerranée jusqu'en Turquie. En tout cas, apparemment, ça élimine le Moyen-Orient. C'est très curieux. Mais personnellement, ce sont des choses que je ne maîtrise pas, donc je ne pourrais pas en parler avec expertise. C'est pas encore assez développé, c'est pour ça. À mon avis, il y a tout un travail qui n'est pas fait par localement, qui est fait ailleurs. Peut-être qu'on ne veut pas savoir non plus. C'est possible. Vous savez, on ne voulait pas, au Maroc, on ne voulait pas introduire l'alcotest parce que c'est un pays musulman. Vous savez. Maintenant, ils sont tellement obligés de l'introduire. Ma question a peut-être un lien avec celle. Vous parlez parfois de berbères et parfois de berbérophones, parfois d'arabes et parfois d'arabophones. Ouais. Moi, je ne suis pas berbérophone d'origine, mais je me considère comme berbère, puisque étant né en Afrique du Nord. Quelle distinction vous faites? Alors, la distinction est bien sûr simple. Hein, simple. Et berbérophone, qui parle le berbère? Maintenant, est berbère, qui se réclame berbère? Qui se dit berbère? Vous pouvez avoir des berbères qui ne parlent absolument pas le berbère. Ils ne sont pas berbérophones. Alors c'est pareil pour l'arabe. Hein. Et vous savez,
le nationalisme arabe avait défini est arabe quiconque parle arabe. Je le répète. C'est Les statistiques que vous avez données portent sur les berbérophones. berbérophone, oui, bien sûr. Vous aviez parlé À notre connaissance, il n'y a pas d'arabophone qui ait appris le berbère. Jusqu'à preuve du contraire. Il y en a un, je le connais. Vous avez évoqué le mot de tribu. Est-ce que ces tribus ont encore une existence et est-ce qu'un berbère contemporain se réclame d'une tribu? Alors je vais vous dire, dans la biographie qu'on a présentée, je ne sais pas qui l'a mise sur Internet, dans laquelle il est écrit « Il est né dans la tribu Illiwa ». Oui. Moi, je n'aurais jamais écrit ça. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas une question importante. C'est la question de la tribu en Afrique du Nord, c'est quand même un sujet très, très important. On vient de soutenir à l'INALCO une thèse sur cette question concernant l'Algérie, qui est un travail remarquable. Alors, la tribu, au sens où on l'entend normalement, c'est toujours un trait d'arriération, de conservatisme, d'archaïsme, etc. Sur ce plan-là, c'est inintéressant. En revanche, lorsque vous étudiez la tribu d'Afrique du Nord, et particulièrement les tribus berbères, et si vous les étudiez et vous dites que ce sont des institutions politiques, tout change. Vous comprenez pourquoi des tribus disparaissent, ce qu'on appelle des tribus disparaissent, pourquoi d'autres naissent, et pourquoi certaines deviennent des résidus, et ainsi de suite. C'est-à-dire que traditionnellement, le politique fonctionne à ce niveau-là. C'est-à-dire que la tribu est une communauté d'intérêts, à la fois sur le territoire et sur le politique. Si vous étudiez ça de ce point de vue-là, moi, qu'on l'appelle tribu ou qu'on l'appelle ce qu'on veut, ça ne me dérange pas. Et lorsque vous étudiez le système almohade, comment il s'est construit comme ça. Il s'est construit sur des alliances, des discussions politiques, sur des alliances militaires, sur des alliances économiques, etc. etc. Autrement dit, c'est au ras du sol. La tribu, elle est au ras du sol. C'est elle qui contrôle le territoire, qui contrôle les ressources, etc. Et par conséquent, si vous voulez construire quelque chose de plus grand, il faut discuter avec elle. Et ça, c'est les tribus vivantes ont été ainsi. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a essayé justement d'éliminer ces tribus. La division administrative du territoire aujourd'hui, elle n'est plus faite selon les tribus. Elle est faite selon la logique de l'État national. C'est-à-dire selon d'inspiration jacobine. Vous disiez qu'à la période Al-Mouhad, c'est ça? Comment on prononce? Al-Mouhad. Al-Mouahid, oui, j'arrivais pas à le prononcer en français. Que la langue berbère, l'élite politique de l'époque, la langue berbère, c'était bien vu de pratiquer la langue berbère. Moi, je voulais savoir, à l'époque, par rapport aux langues berbères qu'on connaît aujourd'hui, les diversités des langues berbères, comme le kabyle, le chaoui, ça ressemblait à quoi? Ça s'écrivait comment? Est-ce que c'était une langue qui était unifiée? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça ressemble à quoi par rapport à ce qu'on parle là de nos jours? Alors c'est une question très difficile, mais il y a des éléments de réponse.
réponse. Hein. Il y a des éléments de réponse. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un des traits fondamentaux, c'est cette unité et cette diversité. Hein. Et ben, on la retrouve au niveau de la langue. Je vous donne un indice. Après, qui a été le premier calife al-Muhad? Abd el-Moumen. Il vient d'où? C'était Kabyle, non? Voilà. Deuxièmement, aujourd'hui en toponymie, dans la région qui les ont vu naître, les Almohades, vous avez des noms de tribus kabyles. Par exemple, Aïtirat. Et il y a eu des tribus kabyles qui sont venues s'installer là. Alors, ça c'est une première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État almohade a brassé ces populations, ce qui fait qu'elles se parlaient, elles se comprenaient. Maintenant, si vous regardez, comment dire, le berbère de l'époque, on en a un échantillon. Hein. Eh bien, je peux vous dire que comment dire, le fief almohade, il est en pays Tajlhit, d'accord? Eh bien, la langue de ces textes est une langue mélangée à la fois du Tajlhit, du kabyle et d'ailleurs. Et par conséquent, on a l'impression qu'il y a une koinée linguistique qui est en train de naître et de se former. Et on l'écrivait. Et donc, si on l'écrivait, on l'enseignait. Puisqu'il y a des talabas, comme on dit, on l'enseignait. Et par conséquent, elle était en train d'être standardisée de manière tout à fait normale. À ce moment-là, je me permets, pourquoi à ce moment-là, l'élite berbériste aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas un consensus pour revenir à une unité de la langue comme ça se faisait à cette époque-là? Eh bien, écoutez, prenez votre bâton de pèlerin. C'est une question que je parle. Ça serait le bon sens. Ah ben oui. On va peut-être terminer sur ce souhait et vous remercier pour votre participation et remercier évidemment.